l'éducation et vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio D4B où j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce tout nouveau magazine intitulé L'éducation et vous. Un moment de convivialité, un moment de partage. L'éducation, on en parle sur toutes les ondes, on en parle dans tous les bouquins, dans toutes les revues. Aujourd'hui, ce nouveau programme sur Radio D4B va vous permettre d'échanger, d'accueillir des recettes, si je peux me permettre, qui pourront vous aider dans l'éducation de vos enfants. L'éducation, ce vaste programme, ce vaste chantier que je vous propose de partager avec moi durant une petite heure. Le concept de cette émission permettra de traiter des sujets aussi divers que variés, tous centrés sur nos enfants, sur vos enfants, sur notre rôle en tant que parents, sur celui de l'école, etc., etc. L'éducation, nous n'aurons jamais terminé d'en parler. C'est un thème sans fin, à l'image de l'évolution de notre société, qui évolue extrêmement rapidement au jour d'aujourd'hui. Au fil des magazines, nous tenterons de répondre ensemble à toutes vos interrogations à travers des phénomènes de société, des modes, des faits divers ou parfois mes coups de gueule quand il y en aura. Autour de cette table, je pourrais également inviter des invités, que ce soit des parents, des personnes qui travaillent dans l'éducation, des thérapeutes, des éducateurs, des professeurs, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble des mots, pas des mots MOTS, mais des mots MAUX des ados et des parents. Car le constat aujourd'hui peut nous alarmer. Nous sommes au mois d'août 2013 et il y a du pain sur la planche. Vous divertir, vous informer, vous instruire, tels seront les trois axes de notre nouveau magazine sur Radio D4B, l'éducation et vous. Alors pour commencer cette nouvelle émission, que dire de notre jeunesse aujourd'hui? Que dire de l'éducation? En tant que thérapeute, qu'est-ce que j'ai pu remarquer durant l'année scolaire 2012-2013 ? J'ai pu remarquer que les enfants manquaient de repères, de balises, qu'ils étaient souvent perdus. Alors je m'explique, quand on participe à une course d'orientation, il est préférable d'avoir une boussole qui nous indiquera la bonne direction à prendre pour atteindre le point d'arrivée fixé au départ. Eh bien, la vie, c'est comme une course d'orientation. L'enfant a besoin de sa première balise, vitale pour lui, je vais parler de sa maman. Ensuite, son repère sera un modèle masculin, le papa entre autres. Enfin, tout au long de sa croissance ou de sa construction personnelle, parce que pour moi la croissance c'est vraiment une construction. L'adolescent sera entouré de repères éducatifs, ses parents, mais également ses éducateurs scolaires. Du coup, au sein de l'école, ces éducateurs joueront un rôle prépondérant dans la cérébralisation de l'enfant. Ils devront lui construire un esprit critique. Quand je dis critique, c'est-à-dire lui permettre de savoir dire non. Lui apprendre le détachement. C'est compliqué même pour nous parents de nous détacher de nos enfants. Lui apprendre le courage, la droiture, le sens des droits certes, mais surtout, et nous reviendrons sur ce sujet, surtout le sens du devoir. Enfin, la responsabilisation. L'éducateur doit donner aux enfants l'exemple du cœur à l'ouvrage, comme je dis souvent, du sens du devoir d'État, du respect du travail et donc de la qualité de ce que l'on fait. Le comportement des parents, des éducateurs, donc des adultes, est important pour nos jeunes qui ont besoin d'exemples pour progresser dans la vie et pour devenir des travailleurs. Il y a les enfants qui manquent de courage et de ténacité, ceux qu'on appelle communément les paresseux, à éduquer sans relâche. Il y a les enfants inorganisés, maladroits, ceux que l'on doit former.
Et enfin, les enfants, comme je dis toujours, à la santé fragile que l'on doit soigner. Les je m'en foutistes, les vrais paresseux sont souvent doués, mais leurs dons sont laissés en friche s'ils ne sont pas très rigoureusement encadrés. Ils n'ont pas, certes, spontanément le sens du devoir, et il leur suffit, comme ils le disent souvent, d'avoir pigé ce qu'on veut leur apprendre. À quoi bon faire, puisque j'ai vu comment on fait, nous répondent-ils. L'obéissance, l'écoute attentive, la répétition pour atteindre le niveau de qualité, la ponctualité pour tenir les délais ne font pas partie de leur quotidien. Et j'insiste beaucoup sur ce côté de marteau-piqueur. Quand nous sommes des éducateurs, que nous soyons parents ou éducateurs scolaires, il y a ce marteau-piqueur, répéter, répéter, toujours redire les choses afin que le message soit une bonne fois ancré. Mais tout au long de notre vie, on doit toujours répéter les choses et répéter les choses. Nos jeunes, encore plus aujourd'hui, ont besoin d'un encadrement strict, rigoureux, qui ne cède jamais au caprice, au chantage affectif, qui ne renonce pas par lassitude. Quelle ténacité réclament-ils à leurs parents, enseignants et éducateurs de tout poil? Souvent, il y a chez eux une corde à faire vibrer. Je veux parler de la générosité ou plus particulièrement de l'altruisme. Alors oui, chers parents, vous avez compris quels seront les messages que je délivrerai à travers ce magazine. On peut réussir, et j'en suis convaincu, et cela ne fait pas 25 ans que je suis éducateur. Pour rien, je sais exactement de quoi je parle et je suis convaincu. On peut, oui, réussir une éducation aujourd'hui, et je dirais heureusement. Une éducation réfléchie, c'est la meilleure préparation aux influences qui s'exercent dans une société aujourd'hui. Alors, parents, ne vous découragez pas, et puis c'est vraiment trop simple, et tant pis, je vais vous lâcher des mots, c'est un petit peu trop lâche. Nos jeunes sont de plus en plus confrontés à des influences, des agressions, des tentations, sans aucun doute plus importantes que celles que nous avons connues, sûrement. À nous adultes, avec le recul, avec l'expérience, avec l'âge, je dis toujours que vieillir, physiquement, c'est pas trop le top. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est l'expérience, le fait que nous mûrissions, nous ayons du recul par rapport aux événements. Normalement. Donc à nous adultes d'être très attentifs aux tentations du monde et de préparer nos enfants à justement savoir dire non à ces tentations. Là, je vais à nouveau employer une image. D'ailleurs, vous remarquerez, j'aime beaucoup les images. L'éducateur est la seule bouée de sauvetage que l'on puisse donner pour affronter la tempête. Les parents doivent être aidés pour qu'ils ne se découragent pas et qu'ils puissent agir au mieux. Souvent, il est plus facile de dire ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Alors, en réfléchissant lors de la préparation de cette émission, j'ai pensé qu'il fallait énoncer aujourd'hui 3 axes qui guideront une éducation. 3 axes suivis de 3 principes qui eux-mêmes seront suivis de 3 signes qui permettront de juger de la valeur de l'éducation. Tout d'abord, les 3 axes. Il faut donner aux enfants, premièrement, l'amour, c'est-à-dire le don de soi à autrui. Tout à l'heure, je parlais de l'altruisme. Ensuite, l'intelligence, c'est-à-dire la recherche de la sagesse et de la volonté. Enfin, la force, c'est-à-dire la volonté de bien faire. Dans un second temps, les 3 principes éducatifs. Tout d'abord, l'amour mutuel des parents et leur désir de progression. Après, aimer son enfant pour ce qu'il est, c'est très très important et j'insiste lourdement sur ce point. Enfin, la directivité dès le début. Directivité ne veut pas dire imposer sa force, mais c'est plutôt orienter dans la gratuité, dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'écoute, dans le sourire et encourager les premières initiatives. Et notre 3e point, nos 3 signes. Tout d'abord, le sourire, qui est le signe d'un épanouissement à tous les niveaux. Quand j'accueille dans mon bureau des enfants qui ont perdu la notion du sourire, c'est très très compliqué de les aider.
mais je dirais c'est facile de leur permettre de retrouver l'estime de soi. Le travail va être long, c'est un travail de longue haleine, comme je le dis, mais on y arrive toujours généralement. Après le sourire, l'obéissance, qui est le signe d'une maîtrise de soi et d'une capacité de renoncement. Enfin, quant à l'éveil de l'intelligence naturelle, elle se juge à la capacité d'interroger, d'admirer, à l'éveil de la curiosité. À nous, éducateurs, de permettre à nos jeunes de faire des choix. Cependant, pour savoir faire des choix, justement, il faut la connaissance. Et celle-ci ne s'acquiert que par un travail qui se fait dans le temps. Or, l'enfant arrive très souvent vierge de toute connaissance. Par exemple, il est bon pour la santé de mon enfant de savoir dire merci. Ainsi ressentira-t-il la joie que l'on se soit occupé de lui, car ce qui est dû n'est pas source de joie. Je le sais, mais lui ne le sait pas. Dépourvu de cette connaissance, l'enfant se laisse mouvoir par ses envies. Donc, vous l'aurez compris, éduquer, c'est donner à l'enfant la connaissance du bon et du bien, lui faire acquérir la capacité à choisir ce bien par la maîtrise de ses envies. Or, cette acquisition s'achève au prix coûteux de ma cohérence. Que mon oui soit oui, que mon non soit non. Être cohérent, c'est tenir dans le temps, c'est accepter d'éduquer toujours sans me laisser troubler par le regard des autres et du qu'en dira-t-on, sans me laisser envahir par mon désir d'être aimé des enfants, de passer pour un éducateur sympa, sans me laisser gagner par l'ivresse de l'émotion et de l'inquiétude, car l'émotion et l'inquiétude, et là je vous laisserai méditer sur une prochaine musique, sont les deux parasites de l'éducation. D'ailleurs, éduquer, n'est-ce pas d'abord s'éduquer soi-même ? Vous avez pris le temps de réfléchir un peu par rapport à tout ce que je viens de
de vous raconter. Alors ce que je vous propose maintenant pour continuer cette émission, c'est de prendre un papier, un crayon et de noter ce qui vous passe par la tête, selon ce que je suis en train de vous raconter. Que vous notiez des anecdotes, des conflits, des situations sur lesquelles vous n'avez pas trouvé de réponse. Alors, je peux vous proposer aussi à l'issue de cette émission de m'appeler pour parler avec moi. Christophe Labrousse au 06 31 99 30 51 06 31 99 30 51 ou bien de me poser des questions sur Facebook à christophe.labrousse.3, je dis bien .3, afin d'accéder à mon journal. Et à partir de là, nous pourrons ensemble discuter, échanger, apporter des solutions, vous et moi, aux problèmes que nous rencontrons les uns et les autres. Et puis cela me permettra de préparer l'émission suivante et pourquoi pas de vous inviter à venir échanger avec moi sur cette antenne, sur notre radio D4B. Voilà, donc c'est avec un véritable plaisir que nous allons continuer cette émission. Je suis très très content pour ma première de vous rencontrer aujourd'hui et de pouvoir discuter avec vous. Donc mes coordonnées, vous les avez. Je peux très bien également vous rencontrer le week-end, un samedi, lors d'un rendez-vous pour justement essayer de comprendre les mots MAUX de votre ou de vos adolescents. Justement, pour continuer notre émission, l'adolescence, un terme qui pèse bien lourd aujourd'hui. Parler de l'adolescence est un vaste programme, comme je le disais en préambule de cette émission. Ces dernières années, dans la mesure où l'on dit tout et n'importe quoi sur le sujet. Rien ne met plus en colère lorsque des parents me disent que leur enfant commence sa crise d'ado. Je resterai correct, nous sommes sur les ondes, mais quelle bêtise, la crise d'ado. C'est tellement à la mode en 2013 d'avoir recours au mot crise. C'est sûrement le mot le plus employé aujourd'hui, celui qui résonne le plus malheureusement dans nos oreilles. On parle de la crise de l'emploi, de la crise du logement, de la crise économique, de la crise de nerfs, de la crise d'ado, et j'en passe. Maintenant, on parle même de la crise tout court. La crise extérieure chez l'ado permet de déculpabiliser la crise intérieure chez certains parents. Qu'en pensez-vous? Je répète, la crise extérieure chez l'ado permet de déculpabiliser la crise intérieure chez certains parents. Ce pourrait être un sujet de dissertation ou même de philo sur l'éducation. À bon entendeur, salut. Si la puberté a toujours existé, l'adolescence telle que nous l'entendons aujourd'hui est une idée toute nouvelle. L'adolescence est née avec l'industrialisation dans la seconde moitié du XIXe. Rome et la Grèce antique, de même que le Moyen-Âge et les temps modernes, l'ignoraient complètement. Cependant, notre époque ne parle plus que de cela. On charge l'adolescence de mots MAUX qui ne sont pas les siens. Et nos ancêtres pourraient nous apprendre à l'appréhender différemment, cette adolescence. En tant qu'éducateur et thérapeute, quand j'essaie de comprendre un ado, je ne me fixe pas uniquement sur des problèmes actuels, sur ces problèmes actuels. J'ai besoin de remettre les faits en perspective grâce à son histoire personnelle, car nous sommes tous des personnages historiques. Nous participons à l'histoire. Nous sommes sur la Terre, donc nous avons le devoir d'apporter notre pierre à la construction de la société suivant notre propre histoire. L'histoire est, en revanche, une mise en perspective collective, l'histoire avec un grand H. Notre époque a le tort de vivre l'instant présent dans une logique du tout de suite, accentuée par la dramatisation de l'information, les actes de délinquance et du zapping consumériste. Et là, je m'insurge contre ce zapping consumériste. Lamentable. Enfin, c'est comme cela. L'histoire éclaire notre désarroi d'adultes comme celui des jeunes. Les ados sont obligés aujourd'hui de supporter la représentation que la société se fait d'eux-mêmes. Ils sont les messagers d'une image montrant une jeunesse dangereuse, manquant d'élan
et manquant d'idées. C'est un peu lourd à porter, ne trouvez-vous pas ? Après la Seconde Guerre mondiale et pendant cette fameuse période appelée les 30 Glorieuses, tout s'est gâté comme la météo de ce printemps. Avant, on était centré sur les questions de la puberté et la société se rechargeait de recadrer ses enjeux. On se rend compte que les problèmes ne proviennent pas de l'âge, mais d'un manque de repères, d'une absence de ritualisation du passage à l'âge adulte. Aujourd'hui, les jeunes se débrouillent en s'auto-initiant, avec une tendance à en rajouter à travers leur look, mais aussi à travers l'absentéisme scolaire, les conduites à risque, etc., etc. Vous voyez comme j'ai changé, nous disent les enfants, nous disent les ados. Mais notre société traduit ces appels à la reconnaissance de leur changement comme des signes pathologiques. En leur renvoyant une mauvaise image, elle induit leurs problèmes. Aujourd'hui, les adultes souffrent d'un excès de bonnes intentions et craignent le conflit alors qu'on peut difficilement être d'accord sur tout. À chacun de trouver ou de retrouver sa vision du monde en son âme et conscience, même si le voisin procède différemment. Et quelque part, j'ajouterais, c'est normal. Les ados cherchent des adultes qui comptent pour eux. Ces derniers, tellement obsédés par leur envie de bien faire, perdent de vue ce point essentiel. Je rappelle qu'il y a un siècle, le quotidien était régi par des règles limpides et chaque parent, pris isolément, pouvait se référer aux repères éducatifs posés par son époque. Tout le monde opérait de la même façon et les adultes les plus vulnérables étaient protégés par ces valeurs collectives face aux désirs de leurs enfants. Mais aujourd'hui, nos jeunes ont poussé le bouchon 50 000 fois plus loin que leurs aînés. Dialoguer, c'est bien, certes. Je dirais même c'est primordial. Mais l'évitement du conflit, ce n'est pas la solution. Certains parents passent leur temps à régler les problèmes avec leurs enfants en leur parlant pendant des heures et durant plusieurs week-ends. Je dirais, quelle galère! Malheureusement pour eux, les résultats escomptés ne sont pas ceux qu'ils avaient prévus. Et je peux vous dire que les parents me disent « on a parlé, on a reparlé, on a toujours parlé », mais non, ça ne sert plus à rien. Il y a un moment, il faut dire stop. Les enfants les écoutent bien gentiment, faisant mine de comprendre la situation, acceptant les remarques, prenant de bonnes résolutions pour l'avenir, mais en vain. C'est pour cela que lorsque je reçois une famille qui connaît des difficultés, je reçois d'abord tout le monde, les parents et les enfants en même temps, puis une fois que le tableau est dressé, si vous me permettez cette image, je demande aux parents de sortir, et là je m'adresse directement aux enfants ou à l'enfant, qui ne pourra pas regarder son père ou sa mère pour répondre à sa place. C'est important d'établir ce terrain de confiance. Les enfants, donc, comme je vous disais, ils écoutent les parents, mais en vain. Ces parents n'ont pas compris que les enfants n'étaient pas dupes de leur manière de procéder et qu'ils se moquaient pas mal des fameuses leçons de morale ou des phrases bien faites. Et comme on l'entend quotidiennement, « Ah oui, tu sais, je te fais confiance, hein » ou « Ça se fait pas ». Moi, j'étais éduqué dans le « ça se fait pas », je peux vous dire, à 46 ans, ras-le-bol. Je suis témoin de certaines réactions des enfants qui me prouvent que malheureusement, ils se montrent plus matures que leurs parents. Mais ces familles vivent carrément dans le mensonge. Elles essaient de sauver les apparences en se donnant bonne conscience. Le juste milieu se trouve entre ni se taper dessus, ni s'éviter. Toute la difficulté de notre époque se situe là. N'oubliez pas, prenez des notes. Il n'y a plus de règles communes, tout parent est renvoyé à lui-même, et cette liberté est dommageable pour les plus fragiles. La difficulté de dire non est aussi une vraie nouveauté. Plus le choix éducatif des parents semble emprunté, plus l'adolescent le bousculera pour chercher sa vraie position. Les ados sont prêts à aller assez loin pour rencontrer une opposition ou un stop. Ces jeunes et leurs problèmes existent.
Ils ne sont pas des mutants. Ils se posent les mêmes questions que leurs parents au même âge. Seuls, leur apparence, leur look, la société ont changé. Ils sont attentifs, comme leurs parents l'ont été, au changement de leur corps, à la naissance des désirs sexuels, à la construction de leur identité. Ils craignent, comme l'ont craint leurs aînés, de se trouver débordés par eux-mêmes. Et surtout, ils éprouvent le même besoin d'avoir en face d'eux des adultes qui tiennent leur place, qui, sans se prendre pour leurs copains, défendent leurs idées. Qu'en pensez-vous? Dès 13-15 ans, on taxe volontiers l'adulte de ringardise. Mais c'est un terme qu'il ne faut pas prendre comme une insulte. Oser être ringard, c'est initier ses enfants à la différence des générations et des points de vue. Comme je dis à mes propres enfants, je suis père de 4 enfants, je suis fier d'être ringard quand ils ne sont pas d'accord avec moi. Aujourd'hui, le terme adolescence ne veut plus rien dire. Ses limites sont de plus en plus floues. L'adolescence démarre plus tôt et s'achève plus tard, avec le phénomène Tanguy. À Rome, dans l'Antiquité, on était citoyen à 17 ans. Les garçons pouvaient alors revêtir ce que l'on appelait la toge virile, mais on considérait que le besoin de formation courait jusqu'à 30 ans. C'était l'adolescence. Aujourd'hui, on dit souvent aux jeunes « formez-vous », mais on ne leur donne pas de statut. Les repères structurants se diluent parce que les parents des ados ont peur de vieillir et ont tendance à maintenir la génération suivante dans la dépendance pour garder l'illusion de leur propre jeunesse et repousser le plus possible le moment d'être grands-parents. Comme si on disait aux jeunes « ne poussez pas trop vite, nous voulons encore être jeunes, restez petits, dépendants, mais soyez surtout responsables. » Entre ce désir de ne pas être bousculé et la longévité inégalée de nos contemporains, la jeunesse éprouve quelques difficultés à se faire une place. Avant de laisser une nouvelle plage de musique, il ne faut pas aller jusqu'à dire que tous les ados vont mal, heureusement d'ailleurs. Arrêtons de dramatiser. Ce sont eux qui vont construire le monde de demain. Les jeunes d'aujourd'hui ont acquis des avantages. Ils ont surtout gagné une capacité de s'exprimer. Mais cette capacité, il faut leur apprendre à la gérer. Sans tabou. Et ils sont moins névrosés que les générations précédentes. Ça, c'est un progrès. Mais le mouvement de Balancier a été si fort dans les années 60 avec son modèle éducation Peace and Love que du coup, l'autorité est en chute. Il faudra donc attendre plusieurs générations pour retrouver un équilibre. Je vous laisse méditer. Après tout ce que je viens de vous raconter, ça fait du bien un peu de musique, comme le disent nos jeunes, cool. Bon, j'espère que vous avez pris des notes, que vous avez des questions à me poser. N'oubliez pas, vous pourrez m'appeler au 06 31 99 30 51, 06 31 99 30 51,
ou m'adresser vos questions sur ma page Facebook christophe.labrousse.3. Bon, écoutez, après avoir parlé des mots de nos ados, eh bien, je vais m'adresser directement à vous, parents. Il y a quelques années, j'avais écrit un article dans un magazine « Être parent, quel dur métier ». Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, être parent, c'est un métier. Simplement, il n'y a pas d'école pour cela. Comme les jeunes parents d'aujourd'hui, comment sont-ils arrivés à éprouver ce sentiment d'impuissance ? La faute à l'évolution profonde de notre société ? Répondent les spécialistes interviewés. En 50 ans, tout a changé. Les femmes ont conquis le marché du travail et leur indépendance. La généralisation de la contraception les a libérées d'une maternité subie, disons-le franchement. La place du père a été contestée. La famille traditionnelle a éclaté pour faire place au divorce, aux fratries restreintes, aux familles monoparentales ou recomposées. Dans le même temps, la consommation est devenue effrénée, les valeurs économiques et matérielles ont pris le dessus. Nous vivons tout simplement dans une société infantile, et je choisis ce mot exprès, qui recherche le plaisir instantanément, la quête de l'épanouissement perso. C'est le règne du « moi d'abord » et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, du tout de suite. Ces changements de vie ont entraîné une conception de l'enfant radicalement différente de celle d'hier. Il n'est plus attendu comme le maillon nécessaire pour assurer la survie des générations. Plus rare, il naît du désir du couple au moment choisi par lui. Il est d'abord considéré comme son prolongement, avant d'être un individu à part entière. Une psychanalyste, alors vous comprendrez que les psychanalystes et moi, ça fait deux, a écrit il y a quelques années, c'est Madame Catherine Matelin que j'avais rencontrée à Paris, quelqu'un qui, je dirais, qui pense bien. L'enfant est devenu un bien précieux, un objet d'amour surinvesti. C'est la seule valeur sûre dans ce monde fragile et précaire où nous vivons et où tout peut nous lâcher, quasiment du jour au lendemain. Travail, compagne ou compagnon, amis, santé, etc., etc. L'enfant semble représenter alors un puits d'amour infini. On le met au monde davantage pour qu'il nous apporte de la chaleur, de l'affection, de la fierté, que pour lui donner quelque chose. Jamais il n'a été aussi proche de ses parents, et c'est tant mieux, mais pour autant, il dépend toujours d'eux et non l'inverse. Il ne devrait pas servir de béquille sur laquelle on peut s'appuyer pour avancer. Je suis surpris, voire touché, désarmé, lorsque je lis des courriers de certains parents s'excusant, je dis bien s'excusant de n'avoir pas su élever leurs enfants. Ça, je dirais, c'est bien dommage. Je crois que les adultes d'aujourd'hui ont du mal à l'être dans leur tête. Chacun, n'oubliez pas, prenez des notes, chacun est accaparé par le « pour soi », pris dans son histoire, sans vrai désir d'être en face de son tout petit. Certes, tout est tourné vers son bonheur, mais à condition de ne pas différer le sien propre. Objet d'amour donc, il est roi, adulé par la société d'aujourd'hui. La télévision et la pub en font un consommateur averti et un prescripteur de valeurs. L'État se préoccupe beaucoup de son sort. Depuis quelques années, de nombreux réseaux de soutien ont été mis en place, qui aident les parents à assumer leur rôle et réaffirment le respect dû aux tout-petits. Une convention internationale des droits de l'enfant a même été signée. C'est évidemment un immense progrès de garantir les droits d'un mineur à être nourri, soigné, protégé, instruit. On a peut-être oublié un peu vite qu'il n'est pas un adulte en miniature, mais tout simplement un petit homme qui, grâce à l'éducation, doit progressivement grandir et devenir majeur. Tiens, revisiter le livre de la jungle, ça pourrait être sympa.
Et aussi que l'une des bases de l'éducation est la frustration. Savoir dire non, montrer à un enfant qu'il n'est pas tout puissant, lui apprendre à différer ses désirs, lui donner des limites, un cadre dans lequel il pourra s'épanouir. Or, frustrer un tout petit... Alors frustrer, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est savoir dire non, tout simplement. Mais c'était un terme très très à la mode aujourd'hui, qu'un certain Freud, que je passerai assez rapidement parce que c'est quelqu'un qui a très très bien travaillé, mais qui a su culpabiliser les bonnes ou les mauvaises personnes. Je ne m'étendrai jamais sur Freud, ni sur ses contemporains d'ailleurs. Donc, frustrer un tout petit, savoir dire non, c'est d'abord se frustrer soi-même. Mais encore faut-il en avoir envie. Nombreux sont les adultes à refuser le conflit d'autorité parce qu'ils craignent de perdre l'amour de leur enfant. Du coup, on lui laisse faire ce qu'il veut, on l'écoute, on le valorise, on lui évite les contraintes pourvu qu'il nous aime. Il est clair que les parents d'aujourd'hui auraient de la difficulté à mettre de la distance avec les générations précédentes. Certains, malgré l'âge, sont restés les enfants de leurs parents. Dès lors, ils ne peuvent pas être respectés en tant qu'autorité. Pour pouvoir s'imposer à ses enfants, pour leur dire non, il faut d'abord avoir dit non à ses propres parents. Aujourd'hui, l'heure est de plus en plus à la négociation. Repas, sommeil, jouets, heure du bain, même à l'âge tendre, tout se discute en fonction de l'instant présent. C'est épuisant, me direz-vous. C'est vrai. Tous les conflits sont vécus durement par la relation avec leur enfant. Pour peu qu'ils se sentent coupables de travailler et d'abandonner leur progéniture, du coup, ces parents-là vont compenser leur absence par des cadeaux et des gratifications immédiates. Ils vont surenchérir, se sentir dépassés et c'est l'escalade. L'enfant incapable de se projeter dans l'avenir ne sort pas de l'univers de ses désirs. Écrasé, anesthésié par l'image de lui, surévalué, que ses parents renvoient, il se sent surprotégé et surpuissant. Dès lors, il n'en fait qu'à sa tête face à des parents paumés qui ne savent plus comment se comporter avec lui et ont perdu leur crédibilité d'adultes qui savent et donnent leurs lois. Faudrait-il que les parents réapprennent à être des parents ? Rien de plus facile, pourrait-on dire. Il suffit de parcourir les titres des ouvrages éducatifs qui remplissent les rayons des librairies, d'ouvrir un magazine, d'allumer la télévision ou la radio pour s'en persuader. Les experts, me direz-vous, les experts sont partout, et surtout très nombreux, politiques, éducateurs, médecins, psy en tout genre. Ils distillent méthodes et conseils souvent contradictoires pour que les parents soient de bons parents. Freud, le premier à culpabiliser bon nombre d'entre eux en disant « Faites ce que vous voulez, de toute façon, ce sera mal ». Cette phrase mal interprétée, elle signifiait en fait que l'enfant finit toujours par décevoir ses parents car il ne peut être à la hauteur de leurs illusions. Eh bien, cette phrase a sonné comme une accusation et a fait les beaux jours de certains psys. Des spécialistes ont répété que seuls avaient la réponse et que les parents n'étaient pas compétents. Avant, le savoir se trouvait à l'intérieur de la famille, dans l'expérience et la transmission des valeurs. Aujourd'hui, ceux qui savent ont tout remplacé. De plus, permettez-moi ce néologisme, la psychologisation à outrance des rapports parents-enfants a inventé parfois de faux problèmes et créé de faux besoins. Il y a 30-40 ans, on allait chez le psy pour guérir une pathologie. Aujourd'hui, c'est différent. On y court pour demander comment faire pour que mon aîné ne soit pas jaloux du bébé qui va naître ? Les parents désemparés ne s'autorisent plus à être eux-mêmes et cherchent auprès d'autres des recettes toutes faites, des trucs pour assurer le bonheur de leur enfant. Rien d'étonnant à cela. On leur a fait croire qu'un enfant devait être parfait. De ce fait, ils ont du mal à tolérer que le leur ne réponde pas à ce modèle qui n'est qu'un rêve.
Culpabilisés, les parents sont de plus en plus inquiets sur leurs compétences. Tous les parents sont soumis à un terrible devoir de réussite. On a tellement parlé des incroyables compétences du nouveau-né, du potentiel fabuleux du tout petit, que les adultes finissent par penser qu'ils doivent être aussi d'incroyables parents. Et de nos jours, c'est la course pour éveiller nos petits génies de plus en plus tôt. On ne compte plus les méthodes pour leur apprendre à manier la souris d'un ordinateur à 18 mois ou à lire avant l'heure. Les parents sont donc tenus de développer les potentialités de leur tout petit, de lui donner les meilleurs atouts pour gagner la course scolaire. La violence commence là, dans l'imposition d'un modèle parental. Chacun doit trouver son chemin. En refusant le conflit avec leurs enfants, en se mettant dans une position d'élève, car il faut le dire, les parents se sont tout simplement défaits de leur sentiment de maternité ou de paternité et sont devenus vulnérables. Davantage encore, sont-ils en difficulté et fragilisés sur le plan professionnel ou personnel. Ils ont peur de mettre en place leur propre modèle et ne savent plus que les clés de l'équilibre se trouvent à l'intérieur d'eux-mêmes. Combler tous ces désirs, tenter d'appliquer une méthode, c'est supprimer la relation qui doit se créer avec l'enfant pour pouvoir évoluer avec lui. L'éducation, c'est créer, inventer quelque chose. Rien de plus normal que d'avoir la trouille. Il n'y a ni solution miracle, ni conduite standard. Mieux vaut se centrer sur ce qu'on ressent et sur ce que l'on perçoit de son enfant pour identifier ses véritables besoins, difficultés et interrogations. Plutôt que se demander ce qu'il faut faire, mieux vaut se demander, et là prenez des notes, ce qu'il faut être. Où en suis-je de mon histoire ? Qu'est-ce que je suis comme père, comme mère ? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? La réponse est dans le questionnement et le retour sur soi-même. Pour reprendre confiance, avec l'aide de quelqu'un, si nécessaire. Vous êtes toujours sur Radio D4B dans votre émission L'éducation et vous avec Jean à la technique et Christophe au micro. Bon, après cette deuxième plage musicale, j'espère que vous avez continué de poser des questions, d'écrire des impressions, de vous remettre en question. Car là, aujourd'hui, je m'adresse plus particulièrement aux parents, alors que la prochaine fois, je m'adresserai aux enfants où nous parlerons de l'école et, entre autres, de la pédagogie des disciplines, des enseignements. Donc, pour terminer ce magazine, quelques pistes à explorer pour exercer au mieux son métier de parent. Il n'est jamais trop tard pour vous sentir bien dans la peau d'un parent heureux de l'être. Si vous sentez que cela ne va pas, jetez un œil.
sur les quelques suggestions que je vais vous soumettre. Soyez vous-même. Vous êtes fait de votre histoire personnelle, de votre enfance et des parents que vous avez eus. Mais avoir un bébé, c'est grandir. Certes, ce n'est pas toujours facile de se défaire de la dépendance que nous avons tous vis-à-vis de notre famille. Mais il faut savoir prendre un peu de distance. Ne vous sentez pas coupable. Un père, une mère sont des personnes qui aiment et chérissent, grondent et punissent aussi, si besoin. Il est nécessaire pour un jeune d'avoir quelqu'un en face de lui qui lui résiste. S'il n'y a pas d'opposition, il ne pourra pas se construire. N'oubliez jamais que votre parole est prépondérante et que votre enfant ne devrait pas pouvoir la négocier. Remettez votre enfant à sa place d'enfant, à sa juste place. C'est terrorisant pour lui d'être un faux adulte, qui commande et qui croit avoir le pouvoir sur tout. Répondre à tous ses désirs ne peut que le rendre malheureux. N'hésitez pas à être ferme. Dans certaines situations, les mots ne suffisent plus. N'hésitez pas à contenir votre enfant en l'obligeant à vous regarder dans les yeux, en lui disant « Maintenant, ça suffit ». Refusez le chantage à l'amour, car c'est très à la mode aujourd'hui. Certes, si vous sévissez, votre enfant ruera dans les brancards et vous fera du chantage. Mais alors ? Si vous lui montrez que ça ne vous gêne pas, vous aurez gagné. Acceptez de ne pas être parfait. D'ailleurs, des gens parfaits, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, vous me donnerez l'adresse, que je fasse une petite étude sur ces gens-là, mais moi je ne les connais pas. L'homme parfait, la perfection, comme on dit, n'est pas de ce monde. Tout vient à point à qui sait attendre, et donc votre enfant ne t'empirera pas du jour au lendemain. Vous allez vous tromper, revenir en arrière, vous faire avoir, c'est normal. Mais l'essentiel, c'est d'y croire et de maintenir le cap jour après jour. N'oubliez pas, je vous parlais de boussole tout à l'heure. Donnez-lui de votre temps. Les cris, refus ou colère de votre enfant sont souvent un appel qui vous est destiné, qui veut tout simplement dire « occupe-toi de moi ». Votre enfant a besoin d'une relation intime avec vous, de partager, de sentir votre attention. Faites un jeu avec lui en rentrant du travail. Invitez-le à venir raconter sa journée ou sa semaine quand vous préparez le repas. Invitez-le dans un petit resto sympa, tant pis pour le rangement ou la vaisselle, ils attendront. Ce n'est absolument pas primordial. Montrez un front parental uni. Rien de pire dans l'éducation d'un enfant que des dissensions le concernant et qui éclatent devant lui. Immédiatement, il comprend qu'il va tirer avantage, qu'il peut jouer son père contre sa mère contre son père, etc. Mettez-vous tous les deux au diapason, quitte à en discuter ensuite, dans l'intimité, s'il y a un réel désaccord. Ne vous reposez pas trop sur les psys. Je ne remets pas en doute du tout leurs compétences, loin de là. Mais ils peuvent vous guider, vous aider à comprendre, à décoder le message que vous envoie votre enfant, mais pas vous donner des solutions toutes faites. C'est à vous ensuite de faire le travail. Ne cherchez pas à tout prix à psychologiser tous les comportements de votre enfant. Certains ne relèvent que de l'éducation. Affranchissez-vous de vos modèles. Prenez de la distance par rapport à tous ceux, que ce soit la famille, les profs, les institutions, qui tentent de vous imposer des dictates. En tant que parent, vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est bien pour votre enfant. N'hésitez donc pas à suivre votre instinct. Et puis, soyez des arbitres quand les enfants se disputent. Laissez autant que possible les enfants régler leurs problèmes tout seuls. Les parents ne sont pas des gendarmes et ne doivent pas être tout le temps sur le dos de leurs enfants. N'intervenez que si cela dégénère ou que l'on fait appel à vous. Dans ce cas, restez calme. Essayez de déterminer les torts des uns et des autres. D'ailleurs, les torts sont souvent partagés.
En cas de tort manifeste, envisagez les sanctions nécessaires et les réparations. Tenez compte des sensibilités de chacun dans le règlement du conflit. Prenez du temps pour dialoguer seul à seul avec eux. N'oubliez pas non plus de veiller, une fois le conflit apaisé, mais sans tarder, aux démarches de pardon. C'est une belle preuve d'humilité pour les enfants et une bonne remise en question de soi. La dispute entre frères et sœurs est normale et légitime. Qui ne s'est pas chamaillé avec son frère ou sa sœur ? La dispute permet de se mesurer à l'autre, de prendre conscience de ses propres limites au sein de la cellule familiale, d'admettre que le pardon et l'acte d'humilité sont nécessaires pour permettre de mieux grandir, à la fois moralement et physiquement. Lorsque les disputes sont vraiment trop fréquentes, et souvent entre les mêmes enfants, posez-vous la question de savoir pourquoi ces heurts sont permanents. Ne serait-ce pas l'œuvre d'une certaine forme de jalousie souvent incontrôlée ? Là, il faut faire preuve de vigilance. Donc, j'espère que vous continuez de prendre des notes. Lors de la prochaine émission, nous parlerons, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'école, du rôle des disciplines, et que remettre son enfant au boulot, il faut y croire. Les parents commencent par s'inquiéter, les punitions ou les cours particuliers se révèlent inefficaces, ils paniquent, ce qui est légitime et normal lorsque l'on aime en vérité. Pourtant, il y a des solutions. Si vous aussi, vous avez un de vos enfants qui se tourne les pouces en classe, si ça peut vous consoler, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. En effet, les ados sont de plus en plus nombreux à bouder l'école. Les jeunes d'aujourd'hui ont de plus en plus de mal à imposer la moindre contrainte, à s'imposer la moindre contrainte. Ils croient que la réalité se pliera à leurs désirs, à leurs envies. Les chiffres parlent malheureusement d'eux-mêmes. Plus de 40% des jeunes assurent s'ennuyer à l'école. Et 200 000 lycéens minimum sèchent régulièrement les cours. Pour expliquer ce phénomène, chacun se renvoie la balle. Les parents accusent les classes surchargées, les profs trop souvent absents ou pas assez pédagogues. Les psychologues, eux, dénoncent l'éducation trop permissive. Certains parents semblent vouer un tel culte à leur enfant qu'ils ont peur de sévir. Comment voulez-vous, après, qu'ils puissent accepter de se frustrer pour apprendre à l'école ? Face à ce type de comportement, le premier réflexe des parents est d'accabler leurs rejetons de cours particuliers. Le soutien scolaire est utile ponctuellement pour des élèves moyens qui ont besoin d'entraînement, mais pas pour ceux qui ont de vraies lacunes ou qui manquent de motivation. Si l'ado échoue à l'école, parlez-lui de ce qu'il réussit ailleurs. Avant de faire bûcher votre chérubin pendant les vacances, penchez-vous d'abord sur ce que cache sa démotivation. Car un enfant paresseux en apparence peut avoir des problèmes plus sérieux comme une dyslexie, une dyscalculie, des troubles psychologiques. À l'âge de 18 ans, 30% des jeunes ont connu un épisode dépressif. C'est énorme. Dans ce cas, la chute des résultats scolaires est brutale et s'accompagne d'autres symptômes, l'irritabilité, les troubles du sommeil ou de l'alimentation, l'isolement. Certains ados sont même victimes de phobie scolaire, une maladie prise aujourd'hui très au sérieux par les médecins. Les symptômes ? Maux de ventre, crise de larmes, refus absolu d'aller en classe. Mais tous ces cas restent rares. J'espère. Le plus souvent, les parents inquiets ressortent soulagés de chez le psy. Que faire quand son enfant est désespérément normal ? D'abord, éviter de lui mettre la pression. Lui parler sans cesse de ses mauvais résultats n'arrangera rien. Essayez plutôt de le valoriser, prenez des notes, en lui parlant de ce qu'il réussit ailleurs, sport, peinture, dessin, etc. et j'en passe. Et si vous ne voulez pas plomber l'ambiance à la maison, mieux vaut confier le suivi des devoirs à un étudiant ou un prof. Entre un parent et son enfant, il y a trop d'enjeux affectifs. Résultat,
le père ou la mère perd patience rapidement et finit par lâcher des paroles humiliantes qui peuvent bloquer l'enfant. N'attendez pas de miracle quand même. Un enfant démotivé traîne souvent derrière lui des années de lacunes. Remonter la pente ne se fait pas du jour au lendemain. Comme je le dis toujours, il faut laisser le temps au temps. Un ado surassisté finit par perdre confiance en lui car on ne lui donne jamais l'occasion de réussir par ses propres moyens. Les parents lancent trop de bouées. Parfois, il vaut mieux accepter que l'enfant coule au fond de la piscine, car c'est là qu'il se décide souvent à donner un coup de pied salvateur. Une aide excessive peut aussi entraîner une dépendance affective. Pour s'investir dans le travail scolaire, un ado a besoin de donner un sens à sa présence en classe. S'il a un projet à long terme, il acceptera mieux la contrainte immédiate. Pour remotiver mes élèves, je leur demande quel est le métier de leur rêve. Ensuite, je définis avec eux un plan d'action pour le réaliser et ça marche. Avec des objectifs à moyen terme, les diplômes, mais aussi à très court terme, quel travail je dois fournir cette semaine pour y arriver. Le but est de lui faire comprendre que tout projet exige une démarche frustrante au quotidien, d'abnégation donc. Eh bien, j'espère que vous aurez eu du plaisir à écouter ce nouveau magazine, L'éducation et vous. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Je remercie l'équipe de Radio D4B, je remercie donc Jean à la technique. N'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à prendre contact. Je vous dis à très très bientôt, merci pour tout et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.